Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Yorigan pour Ventre Presse, la nouvelle du slip, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, bon, tout d'abord, j'ai mené l'enquête sur les 6 abonnés. Alors en fait, l'abonné n'est pas décédé. En fait, il s'est juste désabonné. Alors, il semblerait que ce soit dû à mes rows intempestifs. Donc, je tenais à m'excuser. Non, je ne m'excuse pas. Je tenais à vous présenter mes excuses, puisque c'est ainsi qu'il faut faire. Donc je vous présente mes excuses et j'espère que vous les accepterez. Voilà, donc que dire de plus? Oui, aujourd'hui, hop, un nouveau bouquin. Alors, ça s'appelle Sociologie de la bourgeoisie des Pinson-Charlot. Alors, les Pinson-Charlot sont des sociologues, des anciens directeurs de recherche au CNRS. Ça, c'est quand même pas de la merde, quoi. Et donc, ils ont fait pas mal de bouquins. Ils ont fait celui-là qui est pas mal. Et notamment à l'intérieur de ce livre-là, alors moi je vous le conseille, il y a un petit test. Voilà, hop, il est là. Alors je vais vous l'afficher ici. Donc c'est le petit test pour savoir si vous êtes un bourgeois ou pas. Donc c'est bien simple. On va essayer de savoir. Donc en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont fait ça à l'occasion d'une émission qui date de 1998 sur la chaîne Arte. C'était une soirée thématique sur la bourgeoisie. Donc on leur a demandé de faire un petit questionnaire ludique pour que les téléspectateurs puissent répondre chez eux aux questions au fur et à mesure qu'elles apparaissaient à l'écran. Et donc ça permet de cerner les dimensions objectives et matérielles de la bourgeoisie. Et donc par exemple, donc ce test, donc les auteurs y précisent que ce test est une indication concrète pour l'élaboration d'une grille d'appréciation de la position sociale d'agents que l'on veut situer par rapport à la grande bourgeoisie. Donc, il présente aussi l'intérêt de faire appréhender directement par un appel à l'expérience personnelle ce que signifient des notions comme celle du capital social ou du capital symbolique. Donc, en fait, ce test, il est basé sur les quatre composantes de ce qui définit sociologiquement, d'après les Pinson-Charlot, un bourgeois. Donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est ludique et il y a pas mal de lacunes, bien sûr, mais c'est quand même un bon... Attendez, pardon. Voilà. C'est une bonne première approche pour savoir si on est un ou une bourgeoise. Donc en fait... attendez, j'ai un truc qui... Voilà. Excusez-moi, Non, je vous présente encore une fois mes excuses les plus plates. Donc, je reviens au cœur du sujet. En fait, il y a quatre composantes à la bourgeoisie. Quatre types de capital que définissent les auteurs, l'auteur et l'autrice ici. Donc le capital économique, le capital culturel, le capital familial et social, et le capital symbolique. En fait, pour pouvoir réellement appartenir à la bourgeoisie, il faut disposer de ces quatre types de capital différents. Par exemple, un nouveau riche, en général, va avoir du capital économique, mais il ne va pas avoir le capital culturel, le capital social et le capital symbolique, qui va lui permettre d'intégrer réellement ce qu'on peut appeler sociologiquement la bourgeoisie. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas, d'un footballeur qui aurait beaucoup d'argent, même s'il a fait des placements, etc., ou un acteur ou une actrice de cinéma. En réalité, par Bernard Arnault, Xavier Niel, etc., il sera vu comme un parvenu parce que il vient pas du milieu. Et donc, voilà. Donc, on revient sur l'image. Voilà, donc c'est un petit questionnaire, donc on va le faire ensemble. Je vais essayer de détailler rapidement.
Et puis je ferai les commentaires au fur et à mesure que... Attendez, pardon. J'ai tiré le câble. Donc, le premier point, c'est le capital économique. Donc la première question, c'est est-ce que vous possédez un portefeuille de valeurs mobilières, donc des actions, SICAV, FCP, etc. Ensuite, donc là, vous réfléchissez, est-ce que vous en avez pas? Bon, voilà. Si vous en avez, vous marquez un point, sinon 0. Est-ce que vous disposez d'au moins une personne à temps plein pour vos besoins domestiques? Donc ça, c'est pareil. Un bourgeois qui a du capital économique, en général, il va pas faire son ménage, il va pas faire à manger, il va pas garder ses enfants. Il va avoir quelqu'un à temps plein. C'est là, si vous voulez, là ici, les Pinsons Charlot, ils parlent de la grande bourgeoisie. Donc l'échelle, elle est faite pour les grands bourgeois. Donc si vous êtes là à vous dire oui, c'est vrai que j'ai une femme de ménage qui passe une fois toutes les 2 semaines faire le ménage, ou quelqu'un qui vient repasser mes chemises une fois par semaine. Alors c'est déjà un très grand confort auquel n'accèdent pas la plupart des gens, la quasi-totalité des gens. Ceci étant dit, ça ne fait pas de vous un grand bourgeois. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui appartient objectivement à la grande bourgeoisie. Vous êtes probablement un petit bourgeois ou juste quelqu'un qui a de l'argent. Enfin, juste quelqu'un qui a de l'argent, en fait. Vous n'êtes même pas forcément un petit bourgeois. En tout cas, au sens marxiste et même au sens sociologique. Du coup, disposez-vous d'au moins une personne à temps plein pour vos besoins domestiques. Ensuite, en plus de votre résidence principale, disposez-vous d'au moins 2 autres résidences. Donc on est là. 2 autres résidences, lieu de villégiature au pied-à-terre dans une grande ville. Donc, là, c'est pareil, c'est-à-dire, si vous êtes propriétaire de votre logement, en fait, vous êtes quelque part, c'est ce qu'on peut considérer comme étant de la propriété d'usage. Vous êtes propriétaire d'un logement dont vous faites l'usage. Là, on demande, est-ce qu'en plus de ça, vous avez 2 autres logements dont vous ne servez pas, si ce n'est pour les vacances, quoi. Voilà. Donc là, pareil, est-ce que vous marquez un point ou pas? Êtes-vous assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune? Oui, non. Donc l'impôt de la solidarité sur la fortune, hop, c'est un dispositif qui a été supprimé, mais en gros, c'est est-ce que vous avez plus de 1 million d'euros de patrimoine, en gros, quoi. Donc ça équivaut à ça, cette question. Donc avez-vous 1 million de patrimoine en plus ou plus? Oui, non. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller faire le test vous-même, en cochant des petites cases. Puis vous nous envoyez ça, et on fera peut-être une analyse un jour, s'il y a assez de réponses. Possédez-vous des biens mobiliers ou immobiliers à l'étranger? Donc ça, c'est une caractéristique de la bourgeoisie, c'est de ne pas avoir de frontières. Donc en général, les bourgeois, la classe dominante, on le voit hein, avec Le Pen, Zemmour, même Macron, on voit bien que ces gens-là, ils sont contre la mobilité des personnes, hein, en général, ils aiment la mobilité des capitaux, pas trop la mobilité des personnes. Ils parlent tout le temps d'immigration, etc. Et c'est des gros xénophobes, des gros racistes. Mais en fait, eux-mêmes, il faut savoir que la mobilité internationale, c'est quelque chose qui les dérange absolument pas. On le voyait déjà à l'époque de la noblesse, les nobles se mariaient entre eux en Espagne, en France, en Autriche, etc. Aujourd'hui, la grande noblesse, elle fait pareil, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, elle fait pareil, elle habite qui à Paris, à New York, à Londres, etc. Il y a absolument pas de frontières. Et donc, elle peut avoir comme ça un appart à Paris, un appart à Londres, un appart à New York, des actions ici en France dans une entreprise française, mais aussi dans des entreprises anglaises, dans des entreprises américaines, chinoises ou autres. Voilà, donc là, c'est le capital économique. Donc là, d'ores et déjà, je pense qu'on peut dire si vous avez 1 ou 0 points en capital économique, bon, bah, vous êtes un prolétaire, ça c'est acté. Ensuite, si vous avez de 2 ou 3 points, oui, 2 ou 3 points, là, vous faites peut-être partie de la petite bourgeoisie économique. Vous avez peut-être que vous êtes artisan ou pharmacien, médecin ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous permet de dégager pas mal d'argent. Vous êtes peut-être votre propre patron. Vous avez quelques salariés. Ou alors vous êtes un nouveau riche. Non, bah, probablement pas d'ailleurs. Si vous êtes un nouveau riche, vous avez probablement plus que ça. Donc voilà, 2-3, vous êtes probablement un petit bourgeois. Si vous avez 4 ou 5, là vous êtes probablement soit un bourgeois, soit un nouveau riche.
En tout cas, vous avez beaucoup d'aisance financière. Donc ça, c'est pour la première partie, capital économique. Deuxième partie, le capital culturel. Euh, donc là, la question, c'est, première question, est-ce que vous êtes élève ou ancien élève d'une grande école permettant d'être un grand corps d'État? Alors ça, il faut préciser ce que c'est un grand corps d'État. Donc Wikipédia, encore une fois, meilleure source d'information. Euh, donc les grands corps d'État, on appelle grands corps d'État les fondés sur l'usage et non sur une réalité juridique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas de définition unique de ce qu'est un grand corps d'État. On appelle aujourd'hui grand corps d'État administratif, ceux recrutant principalement par la voie de l'éducation nationale, de l'école nationale d'administration, donc l'ENA, et grand corps d'État technique, ceux qui passent par la voie de l'école polytechnique et des écoles normales supérieures. Donc, ce qu'on appelle un grand corps. Donc, si vous avez fait en fait, si vous faites partie du Conseil d'État, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'IGF, l'Inspection générale de l'administration, IGA, l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS. Si vous êtes passé par le corps d'ingénieur des mines, si vous êtes dans le corps d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, si vous êtes dans l'ingénieur de l'armement ou dans le corps de l'administration de l'INSEE. Voilà, si vous avez fait Polytechnique, ce genre de choses-là, donc le corps des ponts et chaussées, des mines, Conseil d'État, etc. Donc si vous avez fait l'ENA, voilà, ce genre de très 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 grandes écoles. Alors, voilà, vous marquez un point, sinon 0 à cette question. Voilà, c'est-à-dire que vous vous dites oui, mais moi j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait une école de commerce, oui, oui. C'est pas suffisant pour marquer ce point-là, ça fait pas de vous, ça vous fait pas gagner de capital culturel auprès de la grande bourgeoisie. Bien sûr, plus bas dans l'échelle sociale, ça vous ferait marquer des points, mais là non. Enfant, vos parents vous amenaient-ils dans les musées de manière régulière? Oui ou non? Parce que donc c'est pareil, en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a une conférence de Franck Lepage donc sur les incultures. Je crois que c'est en deux volets. Allez écouter ça sur YouTube si vous avez jamais écouté, c'est très intéressant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ça détaille un petit peu ce qu'est la culture légitime. En gros, la bourgeoisie, elle a construit ce qu'on appelle la culture légitime, c'est-à-dire la culture que elle consomme et que est considérée par notamment l'éducation nationale, les études supérieures et eux surtout, et donc du coup les journalistes et tous ces gens-là, comme étant la culture légitime, celle qu'il est important de connaître, donc l'histoire de France à travers ses rois et ses reines, les grandes batailles, les empereurs, connaître les mouvements artistiques principaux en musique, en peinture, etc., etc. Toutes ces choses-là qui font la culture légitime. Par exemple, si vous connaissez, je sais pas moi, tous les meilleurs buteurs de foot de votre club depuis 50 ans, ça fait quelqu'un de vous objectivement cultivé sur ce domaine. Malheureusement, c'est pas de la culture légitime. Par contre, vous connaissez tous les peintres du 18e. Alors, on est d'accord que dans les deux cas, ça fait de vous quelqu'un qui a une grosse mémoire et qui retient des trucs qui servent objectivement pas à grand-chose. Bah, dans un cas, vous avez de la culture légitime et vous pourrez briller en société auprès de la bourgeoisie. Dans l'autre cas, vous passez pour un gros plouc. Et pourtant, vous avez juste retenu plein de dates et plein de choses. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle la culture légitime et la culture illégitime. Qui fait pas, c'est pareil, vous pourrez connaître, je sais pas moi, vous connaissez l'histoire du rap de ses débuts à aujourd'hui, toutes les nuances, tous les artistes qui chantent là-dedans, qui composent, qui écrivent, ou sur la K-pop, vous passerez pour un plouc. Si vous connaissez tous les compositeurs du 17e, vous passerez pour un génie et pourtant, vous n'avez objectivement, c'est la même chose, quoi. Vous avez tous les deux écouté énormément de choses. Vous connaissez sur le bout des doigts votre domaine. Mais dans un cas, c'est de la culture légitime, dans l'autre, ce n'en est pas. Et donc, pas de chance. Donc, enfant, vos parents vous amènent-ils dans les musées de manière régulière? Donc, c'est une manière d'aller apprendre comme ça, de manière inconsciente, en fait, de la culture légitime. Puisque vous allez aller dans les musées, vous renseigner, ah oui, chouette, machin. Et après, quand vous avez une interro au bac, au collège ou autre, et ben en fait,
tout ça, vous l'avez appris de manière passive, quoi. C'était pas à l'école, quand vous le voyez à l'école, on pose la question, vous avez la réponse, ah ben vous passez pour un petit génie, quoi. Du coup, vous êtes bien vu et donc votre scolarité est plus simple. Allez-vous au théâtre? Donc, allez-vous au théâtre en concert ou à l'opéra au moins une fois par mois en moyenne, donc c'est-à-dire au moins 12 fois dans l'année. Donc, je détaille pas, mais c'est pour les mêmes raisons. Achetez-vous des œuvres d'art ou des antiquités. Euh, donc là, pareil, hein, c'est-à-dire que grâce à ça, vous pouvez défiscaliser. En fait, acheter des œuvres d'art ou des antiquités, c'est une manière de défiscaliser assez facile et de montrer que vous y connaissez, quoi. Et ensuite, est-ce que vous parlez au moins 2 langues étrangères? Donc le français plus si vous êtes francophone de naissance et que vous écoutez cette vidéo, on imagine que vous êtes francophone parce que vous parlez au moins 2 autres langues. Donc par exemple, je sais pas, l'anglais, le chinois, l'arabe et l'espagnol, voilà. Et bien là, vous marquez un autre point. Ensuite, on passe au capital familial et social. Donc là, sur le capital culturel, typiquement, la petite bourgeoisie intellectuelle, elle peut marquer quelques points. Voilà. C'est assez facile pour la petite bourgeoisie intellectuelle, les fils de profs ou les profs eux-mêmes. Voilà, les journalistes, ce genre de public. Les juristes probablement, enfin voilà, ce genre de... qui n'ont pas forcément, c'est-à-dire que vous pouvez avoir pas mal de capital culturel et très peu de capital économique et même très peu des autres. Donc c'est ce qu'on va appeler vous un petite bourgeoisie intellectuelle, on va dire. Ensuite, le capital familial et social. Donc là c'est plutôt ça c'est plutôt trait à la bourgeoisie assez importante ou aux anciens nobles, cette catégorie-là. Donc connaissez-vous le prénom de vos arrière-grands-parents? Donc en fait, il faut savoir que c'est ce qui est détaillé dans le bouquin, vous irez lire. Euh, les bourgeois attachent une grande importance en fait à l'histoire de leur famille. Et c'est un trait qu'ils partagent avec la noblesse, puisque l'idée en fait c'est de montrer dans la persistance dans le temps que votre famille a une destinée à comme ça du poids, de l'importance et de l'impact. Donc l'idée c'est de raconter à ses enfants et à ses petits-enfants, enfin, l'histoire de la famille pour leur dire, voilà, tu as le poids de tes ancêtres, le poids de tout ça qui est derrière toi et qui pèse. Et voilà, ça pèse. Donc ensuite, pendant l'enfance, avez-vous passé des vacances en compagnie de cousins, de cousines dans des maisons de famille? Donc il y a dans l'idée de... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la bourgeoisie, c'est une classe sociale qui a conscience de ses intérêts de classe. Donc il est très important, dès le plus jeune âge, de sociabiliser avec les gens de sa classe. Et donc ça commence par la sociabilisation avec les gens de sa famille. Participez-vous à des dîners au moins 2 fois par semaine? Donc là encore une fois, on voit bien que c'est dans l'optique de sociabiliser avec des gens de sa classe. Le but étant, au travers de cette sociabilisation, de pouvoir se filer des coups de main, se placer quand on sort d'école pour trouver un travail facilement, trouver du travail à ses enfants, avoir un coup de main quand il y a besoin, monter des entreprises, monter des coûts, ce genre de choses-là. Ensuite, êtes-vous membre d'un cercle auquel vous auriez été présenté par des parrains? Donc, on est toujours dans cette idée de sociabilisation avec les gens de sa classe. Et ensuite, avez-vous des membres de votre famille qui sont de nationalité étrangère? Donc là, je reviens sur ce que je disais au départ, ce que je disais tout à l'heure sur le capital économique. Les bourgeois n'ont pas de frontières. Voilà, donc ça c'est pour votre capital familial et social. Et enfin, le capital symbolique. Alors, le capital symbolique, en gros, c'est que pour pouvoir être un bourgeois vraiment accompli, il faut avoir une symbolique. Il faut avoir, voilà, quand on évoque votre nom, en fait, on se dit, ah tiens, je connais. Ah tiens, lui, ok, j'identifie. Et en fait, ce capital symbolique, si vous voulez, il fait preuve d'une certaine il peut
renvoyer une certaine violence. Donc les Pince Charlot ont aussi écrit un livre qui s'appelle La violence des riches, qui parle notamment de ça, du capital symbolique et de la violence que ça renvoie sur les autres. Donc êtes-vous dans le bottin mondain? Donc le bottin mondain, si vous connaissez pas, c'est ça. C'est un annuaire en fait où il y a les bourges. Donc l'avantage du bottin mondain, c'est que le jour où on fera la révolution, on prendra le bottin et bon, bah, ça ira assez vite, c'est-à-dire que on aura 44 000 notices et puis bah voilà, bon, on va faire un dessin quoi, mais ça sera assez simple de les trouver quoi. D'ailleurs, si vous faites un très haut score à ce test, il est très probable que vous soyez dans le bottin. Bon, notamment si vous marquez un point ici quoi, mais vous m'aurez compris. Est-ce qu'il y a des rues à Paris ou ailleurs qui portent le nom des membres de votre famille? Donc, là encore une fois, il faut bien réfléchir à ça. C'est-à-dire que euh, le capital symbolique, c'est important. Donc, la bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'entresuce, en fait. Et donc, vous comprenez bien que l'objectif maximal pour un nouveau bourgeois, pour un bourgeois qui est assez récent, d'une famille assez récente, dans la richesse, je ne sais pas, c'est peut-être 2, 3, 4, 5, 6 générations. L'objectif, un des objectifs qui a une importance assez forte, en tout cas symbolique très forte, ça va être de réussir à faire inscrire son nom dans une rue. Une fois qu'il aura ça, la consécration, elle est quasiment parfaite, parachevée, puisqu'en fait, vous vous rendez compte qu'en faisant ça, vous êtes aux côtés des personnages historiques de l'histoire, en tout cas que la bourgeoisie légitime comme étant historique. Parce que on pourrait très bien se dire que, je sais pas moi, le nom de la rue, c'est le nom des types qui ont bossé pour la construire au départ, ou du contremaître, ça peut être le nom d'un des ouvriers au hasard, ça peut être le nom du premier gars qui est né dedans, enfin, ou de la première fille, ça peut être à chaque fois qu'on l'a refait, on peut changer le nom. Enfin, en fait, on peut imaginer plein de choses. Mais les bourgeois, ils choisissent pas ça. Les bourgeois, ils disent non, non, il faut marquer avec des personnages historiques, comme ça, le jour où eux, ils sont écrits dedans, comprenez bien que euh, ça revêt un caractère symbolique qui est très très fort. Ensuite, votre famille dispose-t-elle d'une maison de maître dans un village? Donc une maison de maître, c'est en général une maison de bel ouvrage, une très très grosse maison imposante, qui permet de montrer qu'on a une assise historique dans un village depuis peut-être des siècles que la famille est là. Bon, il peut très bien l'avoir acheté, mais ça participe d'un certain symbole, d'un certain symbolisme. Êtes-vous membre actif d'une société caritative? Donc là, ça c'est pareil, c'est un trait assez fréquent de la bourgeoisie. Vous avez pu voir Bernard Arnault qui n'hésite pas à donner de l'argent pour le Maroc, pour Notre-Dame, voilà. Bill Gates, il fait ça de manière extrêmement organisée. Le capitalisme caritatif, il y a notamment, il me semble, une émission sur le média au propos de la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates. Et en fait, ces choses-là, c'est fait de manière intéressée, c'est-à-dire que le but, c'est de renvoyer une symbolique de philanthropie, de bienfaiteur. Et c'est un peu pour laver le fait que l'argent que les bourgeois gagnent, en fait, c'est parce qu'ils le volent aux travailleurs au travers de la plus-value que les gens qui travaillent pour eux dégagent sur une heure de travail. C'est-à-dire que vous faites une heure de travail qui génère, je sais pas, mettons 100 euros de valeur. Ben vous n'êtes pas payé 100, vous êtes payé peut-être 80, vous êtes payé peut-être 60, vous êtes payé peut-être 20. Si on ajoute au prix auquel vous êtes payé sur les 100 de valeur bah, tous les frais, etc., etc., etc. Mettons que vous êtes payé 20, il faut prendre 10 pour entretenir les machines, j'en sais rien, blablabla. En tout cas, à la fin des fins, en général, le bourgeois, lui, il récupère, et ben mettons que quand on compte tous les frais, salaire, etc., ça fait peut-être 80, sauf que ça se génère 100 euros votre activité, donc le bourgeois, il récupère 20 gratos. Et donc, en général, plus il produit du luxe, plus la part elle est énorme. Donc peut-être sur 1000 euros de valeur générée, en fait il en gagne 900 quoi. 980, 950. Bref. Tout ça pour dire que en fait c'est pour faire oublier ça, pour oublier ce vol primordial.
qu'ils font des actions caritatives en général, ces bâtards. Et enfin, êtes-vous membre de la Légion d'honneur? Donc là, bon, bah, c'est le poids ultime. Si vous y êtes, vous êtes un putain de bourgeois. Donc là, vous vous dites, oui, mais toi, Yurigan, ça se trouve, t'es un gros bourgeois. Bon, bah du coup, je vais être transparent. Donc je vais refaire avec vous rapidement. Possédez-vous des valeurs mobilières? Non. Possédez-vous une personne à temps plein pour vous donner? Non. En plus de votre résidence, pour donner 2 résidences de villégiature? Non. Je n'ai pas 1 million d'euros de patrimoine. Je n'ai pas de biens mobiliers à l'étranger. Donc, en capital économique, la bulle, 0 pointé. Capital culturel. Je n'ai pas fait de grande école permettant d'intégrer un canton d'État. On allait, je pense qu'on peut dire de manière régulière dans les musées avec ma famille, parce qu'on y allait sur les vacances en général, au moins une fois par an, peut-être deux, trois fois par an, je sais pas, mais en tout cas, quand on partait en vacances, c'était pas tout le temps, mais pas tous les ans, mais quand on partait en vacances, en général, on faisait au moins un musée ou deux. Donc je dirais oui. Une fois par mois au théâtre, en concert ou à l'opéra, c'est non. Je n'achète pas d'œuvres d'art ni d'antiquité. Et je ne parle pas au moins 2 langues étrangères, donc j'ai un point de capital culturel. Ce qui, je pense pas, me fera entrer dans la petite bourgeoisie intellectuelle. Connaissez-vous le prénom de vos arrière-grands-parents? Donc j'en connais un seul. Donc on va dire non. Pendant l'enfance, oui, ça oui. En général, c'était assez fréquent. Alors dîner 2 fois par semaine, non. Membre d'un cercle, non. Et membre de votre famille, nationalité étrangère, oui. Alors moi je suis petit-fils d'immigrés italiens. Et je rencontre de temps en temps, il y a le cousin de mon père qui vient nous voir, donc bah, c'est la famille. Donc là, je marque 2 points de capital social. 2. Voilà, donc là, je commence à rentrer dans peut-être, voilà, petite bourgeoisie sociale. Je sais pas si ça existe, je pense pas que ça existe cette catégorisation-là, mais voilà, là, j'ai un petit peu de capital ici. Un petit peu de capital social de mon côté. Je ne suis pas dans le Bretagne-Modin, je n'ai pas connaissance de rue qui porte les noms de membres de ma famille. On n'a pas de maison de maître dans aucun visage dans ma famille. Je ne suis pas membre d'une société caritative et je n'ai pas la Légion d'honneur. Donc, a priori, j'ai 3 puntos. Bon, moi, je pense que quand on est en dessous de 5 sur ce test, de toute façon, on est en tout cas, ouais, allez, en dessous de 3 ou moins, on est prolétaire. Je pense que c'est en dessous de 5 en réalité, mais bon, voilà. Et bon, ensuite, je pense que autour de 10, on peut dire que vous êtes très très probablement un petit bourgeois. Au-dessus de 10, vous êtes un bourgeois. Au-dessus de 15, vous êtes probablement un bourgeois issu d'une famille noble, très certainement. Ou en tout cas de la haute bourgeoisie. L'avantage, c'est que si vous êtes dans le Bretagne-Modin, bah, n'hésitez pas hein, à mettre votre nom et ceux de tous vos potes dans le Bretagne-Modin. Comme ça, on saura où venir vous chercher. Et je crois qu'on a atteint la vidéo la plus longue de la chaîne. Donc, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce comme ça dans les airs, à partager, vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, partagez quand même cette vidéo à des gens que vous n'aimez pas. Dites pourquoi vous n'avez pas aimé dans les commentaires. Et puis bah voilà, je pense que j'espère qu'on se retrouvera assez vite. L'actu de la chaîne, très prochainement, on va avoir